Bonjour. Donc, votre question est, la Banque centrale européenne peut-elle financer la transition? C'est une question un peu compliquée et un peu chaude, donc on va essayer déjà de revenir un petit peu en arrière. Et du coup, voilà, on va commencer à regarder un petit peu ce qui se passe du côté de la Banque centrale. Alors, la Banque centrale, voilà la valeur de ses actifs. Alors, vous voyez des chiffres de 1 à 9. Alors, l'unité, c'est quoi? C'est le millier de milliards de dollars. Et donc, vous voyez 4 graphiques. Alors, on commence par le rouge. Le rouge, c'est la Banque centrale américaine, la Fed. Et vous voyez qu'avant 2008, la crise, c'était constant. Alors, c'était constant, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ces actifs? Il y a ce qu'elle fait, et ce qu'elle fait, elle crée de la monnaie pour prêter, la Banque centrale. Donc, on va indiquer dans le bilan de la Banque centrale combien elle a créé de monnaie depuis le début. Et puis, qu'est-ce qu'elle en a fait? À qui elle a prêté? Du coup, on aura l'actif et le passif. Donc, vous voyez, 2007-2008, la Fed ne crée pas de monnaie, puis brutalement, elle crée 1000 milliards de dollars. Et là, vous voyez, ces derniers temps, avec la crise du Covid, c'est plus 1000 milliards de dollars. Pour la Fed, en rouge, on passe de 4 à 7, c'est 3000 milliards de dollars. Alors, 3000 milliards de dollars, c'est ce qu'estiment des économistes comme Alain Grandjean et Mireille Martini dans leur livre « Financer la transition », pour financer la transition écologique, énergétique. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas que la Fed qui a fait de la création de monnaie, vous avez aussi en bleu la Banque centrale européenne. Donc la Banque centrale européenne, elle aussi, elle a créé récemment, son bilan est passé de 5 000 milliards à 8 500. Donc elle a créé 3 500 milliards de dollars. Donc vous voyez, il y a création massive de monnaie pour faire face aux problèmes et aux crises. Première crise 2009, création monétaire déjà, et puis là, la crise du Covid, c'est flagrant et c'est colossal. Alors du coup, un économiste traditionnel va dire c'est pas normal de créer autant de monnaie, ça va amener des tas de problèmes, donc l'inflation, donc tout ce que vous voulez. Alors on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Alors ce qui s'est passé, c'est que la Banque centrale, elle a prêté aux États. Pourquoi l'État français ou l'État italien emprunte à des taux très faibles, très très faibles? C'est parce que c'est des banques privées qui rachètent les obligations émises par les États. Les obligations sont à taux très faible parce que la Banque centrale les rachète immédiatement. Elle les rachète immédiatement en donnant une petite commission aux banques privées. Mais sinon, si c'était sur le risque de faillite des États, on n'aurait pas des taux aussi bas. Donc, vous voyez, la Banque centrale va accumuler de la dette des États pour faire que le financement soit à taux très faible. Et effectivement, si on regarde la dette de la France, il y a eu la crise de 2008, où on est passé de 60% du PIB à 80% du PIB de dette. Ça veut dire en gros 500 milliards d'euros, si vous voulez. Donc, il a fallu 500 milliards d'euros pour absorber la crise en France. L'État s'est endetté de ce montant. Et puis, vous voyez, la crise du Covid, de nouveau, 500 milliards pour commencer à absorber la crise. Donc, sans le fonctionnement de la Banque centrale, les États n'auraient pas pu passer les crises et auraient eu des taux tellement élevés qu'ils auraient été en faillite. Donc, la Banque centrale a joué un rôle. Deuxième rôle, la Banque centrale, elle finance les entreprises traditionnelles. Alors là, ça paraît plus étonnant, et encore au travers des banques privées. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise privée, vous voyez par exemple en 2019 dans les Échos, il est question d'autoroutes du sud de la France, aéroport de Paris, Dassault Systèmes. Ces entreprises, pour se financer, ont deux moyens de trouver de l'argent. Soit elles émettent des obligations nouvelles, soit elles émettent des actions nouvelles. Et là, c'est
système obligataire. Alors, prêter à taux très faible à ces entreprises, personne ne voudrait le faire. Un aéroport de Paris ou d'autres entreprises, personne ne voudrait le faire. Et du coup, la Banque centrale rachète toutes ces créances et ça permet aux entreprises de pouvoir accéder à de l'argent. Quand elles ont des problèmes de liquidité, il faut bien qu'elles en trouvent. Et du coup, s'il n'y avait pas cette action des banques centrales, nombre d'entreprises de par le monde seraient en faillite. Et il y aurait eu une crise de liquidité, elles ne pourraient plus payer, plus fonctionner. Donc, ça a évité cette faillite des entreprises. Donc, l'accès à l'argent pour les entreprises. Alors, ça a eu un effet quand même négatif. Le premier effet négatif, c'est que la Banque centrale a continué à financer les entreprises traditionnelles, notamment les entreprises pétrolières et charbonnières. Or, ces entreprises font des investissements massifs qui vont durer pour 20 ou 30 ans. Fabriquer des mines, c'est des investissements massifs et qui durent 30 ans. Donc, quelque part, le problème, c'est que les prêts, les créances sur ces activités-là, pour les entreprises qui sont dans ces activités-là, ne sont pas sûres de pouvoir être remboursées. Alors, c'est ce que dit dans The Guardian, c'est ce que dit McCartney, l'ancien président de la Banque d'Angleterre. Il dit, attention, il y a 300 milliards d'actifs qui ne sont pas sûrs d'être remboursés parce que c'est sur du pétrole, du charbon, et c'est les énergies qu'on ne veut pas demain. Donc, quelque part, il y a des académiques, des économistes qui ont, vous voyez une lettre qui a été publiée dans le Financial Times qui dit attention, on demande à la Banque centrale européenne de ne plus financer ces activités brunes et on voudrait financer des activités vertes. Alors, la Banque centrale, elle finance aussi les banques. Les banques, on l'a vu dans notre cours, elles créent de la monnaie, on a vu comment, les banques privées, mais il y a aussi la Banque centrale qui fournit de l'argent à ces banques privées. Et du coup, les banques privées, qu'est-ce qu'elles font avec cet afflux d'argent? Il y a un afflux tellement fort d'argent de création monétaire à taux 0% qu'elles hésitent. Et puis, dès que les choses vont un peu mieux, elles se disent qu'est-ce qu'il reste à acheter? Il n'y a pas 36 000 possibilités d'acheter des choses. Soit on achète des obligations, mais vous avez vu que les obligations avec des taux zéro, ça ne vaut pas le coup vu les risques, donc c'est la Banque centrale qui se prend tout. Et du coup, qu'est-ce qui reste d'intéressant? À ce moment-là, il vaut mieux être actionnaire des entreprises qui marchent en ce moment. Et du coup, il y a afflux d'argent d'investissement en bourse. D'autre part, il y a, du coup, la bourse monte. Vous voyez, malgré la crise du Covid, les bourses n'ont pas baissé. De la même façon, l'immobilier, il y a tellement d'argent déversé que les gens ont peur et les investisseurs ont peur que l'argent perde de sa valeur. Et du coup, se réfugient dans l'achat d'actifs tangibles. Et du coup, l'immobilier monte. Donc, vous voyez bien, y compris à New York, l'immobilier, après le Covid, a monté quand même de 5-10% dans certains quartiers. Et puis, la banque continue à financer les hedge funds en prêtant aux hedge funds. Et les hedge funds participent à gérer la spéculation sur les marchés, avec son côté positif et son côté négatif. Voilà. Du coup, le bilan de cette création monétaire massive, on voit que finalement, on pourrait dire, pour l'instant, on pourrait dire, critique marxiste, ça a aidé les riches. La bourse n'a pas baissé, l'immobilier n'a pas baissé, tout va bien. Alors, il faut être raisonnable par rapport à ce qui arrive. On peut rendre quitus à la Banque centrale. C'était une bonne chose d'intervenir massivement pour la simple raison qu'il n'y a pas que les riches qui possèdent de l'immobilier et des actions, il y a toutes les classes moyennes. Et les classes moyennes en Europe, elles ont déjà suffisamment de problèmes et d'inquiétudes. Avec le transfert de la production en Asie, les classes moyennes en Europe sont en risque d'être disqualifiées assez rapidement. Donc la crise pourrait mettre un coup de grâce là-dessus et les impacts politiques derrière pourraient être colossaux. Alors là, on va écouter l'économiste Eli Cohen qui témoigne que ça s'est déjà passé comme ça après la crise de 29.
Et du coup, quelque part, les effets de la Banque centrale et des banques centrales, ça a été d'éviter la crise de 29, c'est-à-dire chute de la bourse, chute de l'immobilier et faillite des entreprises et licenciement massif. Alors, on l'écoute. En 1929. Donc, il faudrait une extraordinaire concomitance d'événements pour qu'il passe de 2% à 33% entre 1929 et 1933. On dit souvent que les chômeurs ont amené Hitler au pouvoir, c'est absolument pas vrai. Quand on regarde leur vote, et même celui des ouvriers, c'est plutôt les classes moyennes qui ruinaient, déboussolées, et qui ont voté pour Hitler. I think there's no question that the economic collapse. Donc voilà, premier point, on a évité l'effondrement général. Et du coup, maintenant, la question, c'est est-ce que ça va être suffisant? Et on revient à notre question de départ. Qu'en est-il de la transition? Pour l'instant, on ne parle pas du tout de la transition. Voilà. Alors, ce qu'il en est pour la transition, la question de fond, c'est de se préparer au futur. Et du coup, on sait tous, maintenant, le point est fait, que si on ne fait rien et que si on fait du business as usual, on va vers une catastrophe au moins climatique, et du coup qui engendrera toutes les autres catastrophes. Du coup, on se dit, par exemple, pour la France, il faut financer la transition énergétique. Donc, ça peut se décrire comment? Ben, il y a 7 milliards de passoires énergétiques qu'il va falloir financer pour les isoler. Et du coup, il y a tout un travail de créer des filières, de créer des professionnels qui soient capables de le faire, une filière du travail en France, du travail en Europe, et ça fait des millions d'emplois en Europe. Du coup, il faut financer toute cette filière de transition qui n'est pas financée naturellement par le marché, puisque sinon, ce serait déjà en route. S'il faut faire ça, c'est que le marché, naturellement, ne le fait pas, parce que ce n'est pas assez rentable selon le marché. Donc, il va falloir financer cette transition énergétique. Alors, pour la transition énergétique, il faudrait, par exemple, aussi, alors je donne un exemple, hein, c'est que des exemples, mais il y en aurait plein d'autres. Pourquoi pas se dire, ben, on va créer une filière de capteurs solaires. La dernière filière qui existait était allemande, et il y a 20 ans, elle a été bradée par l'Allemagne à la Corée, tout simplement parce qu'elle ne faisait plus de profit, elle faisait des pertes, parce qu'il y avait un dumping des produits chinois. Et donc, on n'a plus en Europe de fabrication de capteurs solaires. Alors, la Suisse vient de relancer une petite niche technologique et il y a la semaine dernière, elle vient de dire qu'elle va embaucher 20 personnes. Mais au niveau de l'Europe, on peut envisager de mettre 500 millions d'euros sur la table pour faire toute une ligne de fabrication de capteurs solaires. Voilà. Alors, qui peut financer ça? La transition sanitaire, on voit bien qu'on n'a pas les médicaments en Europe, qu'on les fabrique tous en Inde et ailleurs. Et du coup, il va falloir refaire la production de médicaments nationale ou européenne. Et enfin, un exemple de transition agricole, alors il y a plein d'autres choses à financer, mais on peut se dire que c'est quand même pas normal de ne pas assurer le minimum d'autonomie de maraîchage, c'est-à-dire de légumes. Je vois dans les Hautes-Alpes, on assure l'autonomie à hauteur de 10%. C'est quand même pas normal, alors que ce serait assez facile d'arriver à des hauteurs de 80%, voire 100%. Et pour ça, ben, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faut changer les règles, il faut faire des nouvelles lois pour dire que le foncier, certains fonciers, ils ne seront jamais bâtis, donc on n'attend pas pour spéculer, on sait que ce sera toujours agricole, et à ce moment-là, il faut aussi donner quelques subventions pour que les maraîchers s'installent et puissent vivre de leur activité. Alors, la question, c'est la richesse de demain qu'on va créer, de l'Europe. Mais qui va la créer? Il faut voir maintenant comment on va financer. Alors, comment on va financer? Comment on va financer? Ça peut être l'État. Ça peut être l'État national qui finance, ou ça peut être la Banque centrale européenne. Rien n'empêche que cette entreprise européenne de fabrication de capteurs solaires ait des actions et que les actionnaires soient les États.
Rien n'empêche non plus que les actionnaires soient la Banque centrale européenne. D'autant plus que d'autres banques centrales investissent directement dans des actions d'entreprise. La Banque centrale du Japon commence à racheter massivement des actions d'entreprises japonaises. Donc rien n'empêche que la BCE pourrait rentrer au capital d'activités naissantes, alors que ce soit directement la Banque centrale ou les États qui seraient coactionnaires de cette entreprise. Je donne un exemple, entreprise de création de capteurs solaires. Alors maintenant, l'État, si c'est l'État national, l'État national, il se finance comment? Parce qu'on a vu qu'il y a des dépenses urgentes, il faut les faire tout de suite. On ne se prépare pas à la transition, on ne va pas s'y préparer dans 10 ans. Donc il faut des financements urgents. Et ces financements urgents, comment se finance l'État? Par les impôts. Alors, première chose, les impôts, vous avez des économistes comme Thomas Piketty qui prônent, oui, allons augmenter les impôts de ceux qui peuvent. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau européen, ça ne se passe pas trop parce que l'évasion fiscale, on n'a pas trop lutté efficacement contre. Donc, vous voyez, pour l'instant, on a du mal à récupérer les impôts. Il n'y a pas une volonté très forte, ni du côté du patronat, ni du côté de l'Europe, qu'on lutte contre l'évasion fiscale. Bon. De l'autre côté, on pourrait dire, on va limiter le traité de Maastricht. On va essayer de faire sauter ces conditions draconiennes. On a déjà fait sauter une première fois, puisqu'au début, on était avec une limite d'endettement à 60%, et vous voyez, en France, on en est déjà à 120%. Mais on a échangé cette limite contre une autre limite qui est encore aussi difficile, parce que cette haute limite exige que si on n'augmente pas les recettes fiscales, on baisse nos dépenses. Et baisser nos dépenses, pour tous les problèmes sanitaires et sociaux, c'est assez délicat. C'est délicat en ce moment de baisser les dépenses des hôpitaux. C'est pourtant ce qu'on fait puisqu'on baisse le nombre de lits. Mais on voit très bien que là, ça bloque. Et du coup, il y a d'autres économistes qui disent il faut attaquer cette partie-là et faire sauter ce verrou-là. Et puis, vous avez une troisième voie. Et la troisième voie de recette, ce serait la création monétaire, c'est-à-dire que ce soit la Banque centrale européenne qui prête l'argent à l'État, qui après puisse agir. Donc, vous voyez, les trois voies ne sont pas exclusives. Ce n'est pas parce qu'on pense qu'une voie marchera plus que l'autre qu'il faut aller taper sur la voie d'à côté. Quelque part, il y a ces trois possibilités-là qui sont ouvertes pour financer. En tout cas, si on ne fait rien, on est sûr de ne pas pouvoir financer et on est sûr d'aller à la catastrophe. Or, est-ce que dans l'histoire, cette création monétaire massive qu'on demande, mais vous avez vu, pas plus massive que ce qui vient d'être fait dans la crise du Covid. Et du coup, la question se pose. On peut se dire, finalement, c'est un peu idiot. À chaque fois qu'on se prend une énorme claque, on met de l'argent sur la table. Et pourquoi pas mettre de l'argent sur la table avant d'avoir les claques? Et du coup, financer la transition énergétique, c'est mettre de l'argent sur la table pour orienter la production industrielle avant d'avoir les claques. Et du coup, cette histoire d'orienter rapidement l'appareil productif, il a été souvent fait dans l'histoire avec une création récente, avec une création monétaire massive. Alors, vous avez deux exemples. Vous avez l'exemple du billet vert, où la guerre de sécession a été financée grâce à ça, grâce au fait qu'on a fait de la création monétaire, puisqu'on a pu adosser à l'or le billet vert. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Première possibilité, la Banque centrale européenne détient par exemple 450 milliards de dettes de la France. C'est-à-dire la France doit 450 milliards à la Banque centrale européenne. Je vous avais dit que pour que ce soit à taux zéro, il n'y a que la Banque centrale qui est prête à payer, donc c'est elle qui a pris une grosse partie de la part d'endettement de l'État français. Alors, ce qu'on pourrait dire, première possibilité, annuler cette dette de l'État français auprès de la BCE, puis la dette de tous les États européens auprès de la BCE. Voilà. Et donc, est-ce que ça, c'est possible? Parce que est-ce que ça ne va pas mettre en faillite la Banque centrale européenne? Alors, une banque centrale ne peut pas être en faillite.
Alors, comment est fabriqué son bilan? Alors, vous voyez à gauche, hein, je ne me trompe pas de côté, vous voyez à gauche son bilan. Et son bilan, il y a quoi? D'un côté, elle raconte qu'elle a eu un peu d'argent des actionnaires, en jaune. Alors, elle a des actionnaires. Les actionnaires, ça peut être les États, suivant les banques centrales, ça peut être... Voilà. Elle a un peu d'argent des actionnaires, mais c'est très peu. La Banque centrale européenne, vous avez vu que c'est en milliers de milliards qu'est son bilan. Ben, l'argent provenant des actionnaires, les fonds propres, c'est 20 milliards ou 40 milliards, je ne sais plus, une très petite somme, 3 fois rien. Et puis, qu'est-ce qu'elle raconte d'autre? Elle raconte, j'ai eu de l'argent des actionnaires, mais très peu. Et puis, elle raconte, j'ai créé plein d'argent. Parce qu'elle peut créer de l'argent. Alors, autrefois, elle créait des billets papier, mais maintenant, c'est de l'argent numérique. Hein. Et du coup, elle crée de l'argent numérique. Et ça s'appelle le seigneuriage. Parce qu'elle est seigneur. Quand elle crée un billet, quand elle crée de l'argent, elle le crée quand elle veut. Et elle demande un travail à qui elle veut. Et en échange de quoi, elle lui donne ce billet. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent qu'elle crée? Elle le prête. Elle le prête, vous le voyez en vert, à qui elle le prête? Aux banques privées, aux États, aux entreprises. Voilà, elle fait des prêts. Effectivement, si on lui rend l'argent, on lui rend les billets qu'elle avait créés, et puis on lui rend un peu d'intérêt. Donc, la Banque centrale peut faire pas mal de bénéfices, ce qui se passe en Suisse, par exemple. Mais, supposons qu'une partie des prêts ne soit pas remboursée. Donc, on dit, par exemple, la dette des États auprès de la BCE, pas remboursée. Donc, elle va perdre une partie plus ou moins grande de son bilan, côté vert. C'est-à-dire, côté vert, on va dire, bah oui, il y a moins de prêts. Il y en a qui disent, on ne paye pas. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle va raconter dans son bilan? Elle va dire, ben, le seigneuriage a diminué. Ça veut dire, j'ai créé des billets, mais il y en a certains, ils ne me reviendront jamais. Alors, ça empêche, la Banque centrale, ça ne lui empêche rien du tout. Hein. Elle pourra recréer des billets autant qu'elle voudra. Donc, il n'y a aucun risque de faillite d'aucune banque. Par contre, il y a toujours ce risque de qu'est-ce qu'on a fait de l'argent? Est-ce que ça a créé de la richesse pour la société, pour les États? Donc, cette question se pose tout le temps. Et du coup, si on annule cette dette, ça permet aux États de se réendetter du même montant. Donc, dans un deuxième temps, ce que proposent plusieurs économistes, c'est à la fois, on annule la dette et à la fois, on reprend une dette du même montant. Mais avec un engagement de financer les transitions. Donc, on a vu toutes les transitions qu'on avait à financer, énergétiques, sanitaires, agricoles. Voilà. Et donc, ce sera une création massive, nouvelle, fléchée pour les transitions énergétiques. Alors ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, parce qu'en fait, certains économistes disent ce n'est pas forcément la meilleure solution. Il y a plein de solutions. Hein. Mais une autre solution envisageable pour financer la transition, ce serait, et que je propose moi, ce serait ne pas annuler les dettes des États auprès de la BCE, parce que ça fait un énorme pataquès, parce que plein de gens disent annuler une dette, c'est la fin du monde, c'est pas normal, c'est ce qu'on veut. Sauf que annuler une dette, là, c'est de la monnaie qu'on a créée. Effectivement, annuler une dette, ça veut quand même dire on a utilisé l'argent peut-être à des choses qu'il ne fallait pas parce que ça ne nous a pas amené de richesse et du coup, on a besoin de nouveau de l'argent. C'est quand même un questionnement. Hein, un questionnement. Alors du coup, si on n'annule pas cette dette, on en fait une nouvelle auprès de la BCE parce que sinon, on ne financera pas la transition énergétique. On l'appelle New Green is back. Hein, le green est de nouveau de retour. Petite blague. Et pourquoi le papier-monnaie américain s'appelle le greenback, hein? Donc là, la BCE, elle va faire financer la transition écologique, énergétique, tout ce que vous voulez. Et du coup, il va falloir mettre des contraintes un peu sévères, et c'est-à-dire dire, d'un côté, cette nouvelle dette, on ne sait pas quand on la remboursera, parce qu'on ne va pas étrangler les États pour qu'ils coupent les budgets sociaux, médicaux, etc., puisque le but, c'est de financer ça aussi. Du coup, cette dette, elle va être contraignante que le jour où on pourra supporter de la rembourser.
Ça voudrait dire qu'on fait une dette avec un échéancier classique de remboursement, mais qui serait conditionnel, qui dirait, dès le retour à une trajectoire écologiquement et socialement viable, à ce moment-là, on fera un échéancier pour commencer à rembourser les dettes. C'est-à-dire tous ces investissements, on pourra les rembourser à partir du moment, par exemple, où on n'a pas dépassé la trajectoire de plus de 3 degrés, où le nombre de gens pauvres en France est remonté pour qu'il y en ait moins, et à partir de ce moment-là, on remboursera la dette. Bon, par contre, est-ce qu'on peut faire confiance qu'aux États? Comme d'habitude, il faut que les États soient surveillés par les citoyens, et donc il faut que cette dette soit cantonnée et suivie à part des autres dettes, et puis qu'il y ait une justification chaque année des États et un audit des citoyens et de la Banque centrale européenne, qui va auditer est-ce qu'on a bien utilisé l'argent ou pas, et si c'est mal utilisé, qu'on puisse proposer d'autres façons de faire et que ce soit les audits des citoyens qui soient mis en œuvre. Voilà. Donc, plusieurs possibilités, 2 possibilités pour que la Banque centrale européenne finance les transitions. D'abord, il le faut absolument. Et si on n'applique pas une ou l'autre méthode de financement, si on ne trouve pas de l'argent rapidement, on court à la catastrophe. Première méthode, on annule la dette et puis on sera en dette. Deuxième méthode, on n'annule pas la dette ancienne auprès de la BCE, mais on en crée une nouvelle dont le remboursement sera conditionnel au fait qu'on sera dans une passe meilleure quand on va commencer à rembourser. Voilà. Donc, il y a à la fois possibilité, la Banque centrale peut, mais il y a surtout urgence. Voilà, merci.